Bonjour Fabrice Simon. Bonjour Marc Jardel, comment Bon ça alors, va? ça va bien. Et toi, ça va? Eh ben, écoute, impeccable. Je suis en route pour ma nouvelle vie de photographe. Et puis voilà, tout se passe bien pour l'instant, même si avec le Covid, il nous est arrivé quand même pas mal de misère, mais on survit et puis on continue d'avancer. C'est ce qui compte. Ok, impeccable. Donc bon voilà, je vous présente Fabrice Simon, qui est un photographe qu'on a connu parce qu'il a gagné de nombreux concours photo et puis parce que c'était un photographe normand très productif dans son haras à l'époque. Mais voilà, il est en train de changer de vie. Il a arrêté les chevaux. Et là, il s'apprête à partir à l'autre côté de l'Atlantique. Et voilà, donc, pour monter, tu vas nous expliquer ce que tu veux faire. Ouais. Ben moi, si tu veux, ça fait maintenant quand même, comme tu le sais, de nombreuses années que je voyage en Amérique du Nord. Et puis, c'est vrai que le Canada particulièrement, comme l'Alaska, sont des espaces qui m'ont tout de suite séduit et attiré. Et puis, de fil en aiguille et de rencontre en rencontre, on a fini par décider avec ma femme d'émigrer prochainement au Québec. Et suite à cela et à ma passion pour la photo, évidemment, je vais aller plus particulièrement pendant la belle saison dans le Québec arctique, où là, je vais vivre ma passion à fond, puisque je serai en permanence en contact avec les caribous, les loups, les bœufs musqués, les ours polaires, les harfang des neiges et compagnie, toute la faune de l'Arctique. Et donc pour moi, c'est pouvoir arriver à vivre à 100% ce que j'aime et c'est vraiment une page qu'on tourne en quittant la Normandie, en essayant de démarrer une autre vie totalement différente, enfin totalement différente, pas vraiment, puisque ça fait quand même maintenant plus de 40 ans que je fais de la photo animalière. Mais oui, je suis plus tout jeune, hein, ça se voit. Hein. Et puis ça fait déjà un bout de temps qu'on se connaît aussi. Hein, mais bon, voilà, tourner une page pour essayer de vivre sa passion pleinement et complètement, quoi. Très bien. Comment tu as un site internet? Comment Alors oui, j'ai un site internet que j'ai refait avec l'aide très précieuse de ma fille récemment. Donc l'adresse n'avait pas changé, c'est toujours www.fabricesimon.com. Donc c'est très facile pour y aller. Et là, vous pourrez voir eh bien, une grande partie de tout mon travail, donc effectué soit en Amérique du Nord. Passionné par les ours, évidemment, vous verrez pas mal d'ours. Passionné par les cervidés, vous verrez beaucoup de cervidés aussi. Et puis les mammifères marins que j'ai pu rencontrer à droite et gauche, et beaucoup d'oiseaux, puisque c'est sûr que les oiseaux font partie d'une grande partie de mes sujets photographiques, d'autant qu'on a beaucoup travaillé tous les deux ensemble lorsque j'ai travaillé sur les rapaces nocturnes en Normandie. Et tous tes conseils et tous les problèmes que j'avais m'ont permis quand même de réaliser un travail sur une dizaine d'années qui a conduit à un livre, à une exposition qui tourne en ce moment, qui vient de se terminer dans le parc régional naturel du Perche et qui devrait prochainement aller dans le parc naturel régional de la Brenne, puisque la Brenne, c'est une région auquel je suis très très fort attaché, puisque c'est probablement la région qui m'a incité à devenir un jour photographe, puisque quand j'étais gamin, je partais avec des poneys, puisque tu sais très bien, et puis beaucoup d'entre vous le savent, que les chevaux étaient aussi une passion pour moi. Et donc, lorsque j'étais enfant, à l'âge de 14-15 ans, je partais avec un poney, une tente, et puis je m'en allais camper pendant 15 jours dans la Brenne avec mon poney et ma tente. À cette époque-là, j'avais pas de matériel photo et j'observais les oiseaux beaucoup, puisque la Brenne est réputée pour les oiseaux. Et puis de fil en aiguille, ben, bien sûr, à force de les regarder, j'ai eu envie de les mettre en image et puis après de les partager. Et c'est ce que j'arrive à faire maintenant. Là, par exemple, au printemps dernier,
j'ai passé une grande partie après le déconfinement au milieu des étangs de la Brenne en un fût flottant. J'ai pris un pied extraordinaire à revoir toutes ces espèces qui m'ont fait aimer finalement la photographie animalière lorsque j'étais enfant. Et pouvoir retravailler sur le grèbe à cou noir, le grèbe castagneux, la guéfette moustaque, qui étaient des oiseaux qui me faisaient quelque part rêver lorsque j'étais jeune et que j'avais pas le matériel pour pouvoir les mettre en image. C'est vrai que j'ai pris un pied excellent ce printemps, même si théoriquement j'aurais dû me trouver au Québec, mais bon, compte tenu de la situation sanitaire mondiale, le sort en a décidé autrement. Et puis finalement, j'ai absolument pas perdu mon temps parce que j'ai énormément fait de choses en Brenne. Dernièrement, pendant le Brame du Cerf, j'ai énormément fait de choses en Normandie. Je me suis beaucoup mis aussi sur la vidéo, puisque maintenant on a du matériel qui nous permet de faire de la vidéo de haute qualité. Et donc ça, j'en ai profité aussi et j'ai essayé de filmer beaucoup le Brame du Cerf récemment là. Et puis j'ai également refait 2 petits livres sur le Québec pour quelque part partager toutes mes expériences que j'ai là-bas, que ce soit dans le Québec arctique ou dans le Québec, on va dire, plus touristique, si on peut dire, entre guillemets, parce que je suis souvent quand même en dehors des sentiers battus, mais le Québec arctique, c'est quand même vraiment le bout du monde. Et quand on est à quelques centaines de kilomètres de Montréal, on a déjà une faune qui est fantastique et qu'on peut exploiter d'une autre manière relativement, entre guillemets, facilement, quoi. Tu comptes faire venir des clients chez toi au Québec? Alors, oui, oui, c'est vrai que le partage, c'est avant tout ce que j'aime faire aussi, ce que je fais depuis longtemps à travers mes livres et mes expositions. Et puis maintenant, avec des partenaires québécois, justement, on va essayer de faire découvrir, entre autres, le Québec arctique, une région très, très méconnue, et qui est, par exemple, la seule région au monde où il est possible de voir l'ours polaire pêcher, un petit peu à la manière dont les grizzlies pêchent sur les rivières en Alaska le saumon, en Alaska et au Canada, quoi. Mais c'est vraiment un comportement unique de l'ours polaire et c'est le seul endroit pratiquement au monde où on peut le voir. C'est aussi un endroit où j'espère l'année prochaine, normalement soit l'année prochaine, soit l'année suivante, mais je pense pour l'année prochaine, devrait être une année à Lemming. Donc, qui dit année à Lemming, eh ben, dit année à renard polaire, dit année à harfang des neiges, dit année à toute cette faune-là qui est complètement dépendante de la fluctuation de la population de Lemming, puisque c'est un apport de nourriture très, très important au moment des pics. Et donc, avec des grosses reproductions. Donc, j'espère pouvoir faire tout ça. On a beaucoup de tanières de loups à aller inspecter aussi. C'est que du rêve pour moi, quoi. Ah, C'est c'est ça. sûr. Ouais. En matériel photo, je crois que tu es en Nikon, hein, si je me souviens Oui, bien. oui. Oui, c'est ça. Ouais, je suis fidèle à Nikon depuis. Ben, mon premier boîtier Nikon, ça a été un boîtier, alors évidemment en argentique, hein, mais ça a été le Nikon FE2 que j'ai toujours, que j'ai gardé. C'est un peu une relique, mais c'est un appareil qui a beaucoup de valeur sentimentale pour moi, puisque ça a été quand même mon premier bon boîtier que j'ai pu m'offrir à l'époque. Quand j'étais jeune, quoi. Et donc, je travaillais pendant mes vacances, tout ça, pour mettre un peu d'argent de côté et pouvoir m'acheter mon matériel. Et donc, ce boîtier-là, j'y tiens particulièrement, je l'ai gardé. Et puis, petit à petit, de l'argentique, ben, j'ai fait un peu comme tout le monde, je suis passé au numérique. Le numérique, de toute façon, a complètement révolutionné la photographie. Ça, tout le monde le sait, c'est pas la peine de s'étendre sur le sujet. Et puis, maintenant, on a encore une évolution du matériel avec le système mirrorless. Et donc, le système mirrorless de chez Nikon, qui est le système Z, ben, évidemment, j'ai opté aussi pour le système Z, même si je continue à utiliser des boîtiers réflexes. J'ai récemment, d'ailleurs, avec mes amis Jean-Luc Butch et Roland Serbiel de Nikon Pro, j'ai eu la chance d'être parmi les premiers à tester le nouveau boîtier réflexe Nikon, le D6.
Et je vous invite à aller voir soit sur mon site internet dans ma page actualité, soit sur le site de Nikon, le mag, l'article qu'on a fait sur le test du boîtier Nikon D6 en photographie animalière. Et puis là, comme je disais tout à l'heure, pendant le Brahms, j'ai beaucoup filmé. Et j'ai tout filmé avec le Nikon Z7, qui est pour moi, le système mirrorless pour la vidéo, c'est vraiment un atout énorme parce qu'on peut filmer en regardant ce qu'on filme dans le viseur. Et moi, avec les live view, je m'y prends comme un manche. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir mettre derrière le viseur mon œil, ça change complètement la conception. Et là, on travaille comme avec une caméra. Et là, c'est vraiment bien, quoi. Ok, Voilà. super. Tu vas nous montrer quelques photos? Oui, ok. Eh bien, on peut commencer par le Québec arctique, par exemple. Alors, attends, si je me trompe pas, c'est par là qu'il faut qu'on aille. Toc. Alors, il faut que ça arrive. Pourquoi ça n'arrive pas? Si, ça y est, ça vient. Alors, est-ce que tu la vois là? Pas encore, non. Pas encore. Ça devrait pourtant. Voilà, ça va y aller. Ouais. Est-ce que là, c'est bon? Là, voilà, j'ai un iceberg. Voilà. Alors, je vais me mettre en plein écran. Bon, moi, Oui, j'utilise le logiciel Capture One pour traiter mes images. C'est quelque part un logiciel dans lequel je me sens bien. Maintenant, il y a pas d'accord. de mauvais ou de- Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il y en a tellement que voilà. Donc là, oui, c'est un iceberg. Ben, le Québec arctique, qui dit arctique, évidemment, dit formation de glace, mais ça, c'est une photo qui est faite en début de l'été et au début du printemps, c'est-à-dire le début du printemps, on va dire fin juin, début juillet, là-bas, on a on a beaucoup d'icebergs qui arrivent sur les côtes et avec beaucoup de possibilités d'observer les oiseaux qui arrivent dans l'Arctique pour nicher, les ours polaires qui cherchent à manger sur les côtes et tous ces icebergs de plusieurs tonnes qui dérivent le long des côtes sont absolument photogéniques et phénoménales, quoi. Ouais. Là, est-ce que c'est bon pour la photo? Je vois la rivière. Voilà, tu vois la rivière. Voilà, ça c'est un paysage un peu typique de la région où je vais me trouver. Donc on a énormément de rivières avec de la forêt, de la toundra, quoi. Donc de la forêt souvent. On est à la limite de la ligne des arbres. Donc suivant l'endroit où on se trouve, soit on n'a plus d'arbres, soit on en a encore. Là, un paysage tout à fait typique d'un des endroits où je vais photographier le bœuf musqué. Alors tous les petits points, est-ce qu'on voit ma souris ou pas? Oui, Oui, donc tous les petits points qu'on voit là, qui sont dans l'herbe, c'est des bœufs musqués. C'est un endroit absolument paradisiaque où il y a des névés, comme on le voit bien sûr en été, et où on peut aller voir ces animaux qui sont restés presque à l'âge de la préhistoire. Moi, c'est un animal vraiment que j'adore. Et là, cette année, je prévois d'aller, ce que je devais faire l'année dernière, d'aller filmer les naissances dans la neige, enfin filmer et photographier les naissances dans la neige. Et puis après, plus tard, courant fin août, début septembre, on peut aller faire le RUT à cet endroit-là. C'est un endroit où il y a une concentration relativement assez forte et où on est vraiment baigné dans les conditions de l'Arctique, quoi. Oui, je fais passer quelques images. Donc, on a des névés en permanence, hein. Quand il fait chaud là-bas, normalement, la journée, on a entre 5 et 10 degrés, quoi. Et ouais. quand il fait entre 5 et 10 degrés, les bœufs musqués se réfugient souvent sur les névés parce que justement, ils sont relativement chauds. Et comme on a vu la photo précédente tout à l'heure, ils vont aussi dans de l'eau. On a des possibilités de les voir passer de grands moments dans les lacs. Ouais. Il se trouve dans cette région-là. Alors, il y a des paysages fantastiques de roches, et puis
on se balade et on les recherche. Voilà, un exemple de photo où on peut les avoir relativement proches. Alors, le bœuf musqué, dans ces coins-là, est quand même chassé par les Inuits, mais à cet endroit-là, précisément où je vais, il y a très, très peu de prédation. C'est vraiment, enfin, très, très peu de prélèvements, pardon. Et c'est vraiment occasionnel, ce qui fait que, bon, bah, on peut avoir des animaux comme ça relativement proches, parce que finalement, l'homme n'est pas vraiment un prédateur pour eux, quoi. Ouais. Voilà, on n'est pas aux Caraïbes, on est bien dans le Québec arctique. Et puis, c'est sur toutes ces rivières-là qu'on a la possibilité de voir l'ours polaire. Alors, l'ours polaire, on l'imagine toujours sur de la glace, sur de la neige, mais non, une partie de l'année, et malheureusement de plus en plus, il est de moins en moins sur de la glace et de la neige. Donc là, on voit, là, il y a un ours polaire qui vient d'attraper un omble arctique. C'est aussi la région d'une des deux, enfin, dans l'endroit où je vais travailler, on a les deux hardes de caribou du Canada qui passent principalement, la harde de la rivière aux Feuilles et la harde de la rivière George. Là, cet endroit-là, précisément, c'est plutôt un caribou de la harde de la rivière George. Et bonne nouvelle, parce que la population qui était en chute libre depuis de nombreuses années de caribous, ben la population, j'ai eu le renseignement hier, c'est donc une nouvelle toute fraîche, la population a l'air d'être en train de remonter au niveau de l'arbre de la rivière Georges. Donc, aux dernières estimations, il y aurait 3000 caribous de plus. Faut savoir que c'était une harde qui faisait plusieurs centaines de mille de caribous, de têtes de caribous, et elle était redescendue à moins de 5000. Et là, elle serait remontée aux alentours de 8000, donc c'est quand même un signe intéressant. Ouais. Alors, on sait que le caribou, c'est un animal qui a un peu une production cyclique quand tout va bien, mais là, actuellement, malgré ces pics et ces points hauts et ces points bas, la population était en permanence en baisse. Donc ça, c'était quand même un gros problème. Donc voilà nos ours polaires qui sont en train de pêcher. Et alors là, on a vu tout à l'heure un qui avait ramassé un char dans peu d'eau. Puis là, celui-là, par exemple, il a pêché et il a été carrément attraper un poisson qu'on va voir un peu plus loin, je pense. Ça, voilà le style de rivière qu'on peut croiser là-bas. C'est absolument magnifique. Et donc, les ombles arctiques qui sont descendus en mer pour se nourrir, qui ont donc descendu les lacs et descendu se nourrir en mer pendant quelques semaines, remontent après pour frayer avant d'aller réhiverner de nouveau dans les lacs du Québec arctique. Donc voilà les ombles arctiques qui remontent. Et là, donc cet ours-là, on avait attrapé un. Bon, bah, celui-là, il est plutôt petit, mais il l'avait attrapé à la nage. Waouh. Pas Ouais, facile. c'est assez exceptionnel. On l'a observé pendant un grand moment. Donc il plongeait, il disparaissait complètement sous l'eau. On apercevait par moments vaguement sa ligne de dos, complètement sous l'eau. Et puis à un moment, il est remonté et puis il avait chopé un poisson qu'il a mangé devant nous. Et puis là, bon, bah, celui-là en avait attrapé un aussi, mais dans moins d'eau, quoi. Donc là, c'était plus de la pêche qui ressemblait un petit peu à la pêche des grizzlies qui pêchent les saumons. Ouais. Voilà. Et puis alors là, bon, bah, comme on peut voir, contrairement à beaucoup d'endroits où on va voir les ours polaires soit dans des buggy, soit dans des bateaux comme au Svalbard, où c'est compliqué quand même un peu de descendre, là, on n'a pas d'autre solution que d'être à pied quand même sur le terrain. Donc on est vraiment avec eux et par moments on est vraiment proche, hein, parce que là, on était tout à fait proche de cet animal-là et il y a eu vraiment zéro problème avec lui. Vous voyez, il me dit même au revoir quand on s'en va. Donc ils sont très sympas, ces ours polaires canadiens. Voilà, quelques photos. Oui, des animaux entièrement calmes. Alors, l'avantage de ces régions-là, qui sont aussi des régions très, très peu peuplées, c'est que la faune ne connaît pas l'homme. Et elle est plutôt intriguée et plutôt curieuse, en général. Donc, le comportement est absolument favorable à l'image parce qu'on a des animaux qui ne fuient pas en vous voyant arriver. Mmh.
Et alors, il y a des couleurs absolument somptueuses. Ça, c'est une photo que j'avais fait avec l'hydravion, parce qu'évidemment, dans ces coins-là, il n'y a pas de route. Donc, on est obligé de se déplacer avec un hydravion. Ça, c'est le thé du Labrador, ça. Donc, on peut faire sa cueillette quand il est mûr aussi. Voilà, des zones. C'est une des rares zones aussi où, bon, là, c'est pas tout à fait ces roches-là, mais dans le Québec arctique, il y a des zones où le marbre se trouve en surface de la Terre. Ça, c'est la rivière Coroc, un endroit fantastique où les ombres arctiques remontent. C'est magnifique. Et dans tous ces esquerres là, qu'on peut voir après un peu plus loin, ben, c'est là le territoire du loup, c'est là le territoire du caribou. Ça, c'est leur pin rose, c'est le ginseng de la toundra. C'est beaucoup utilisé par les Inuits en médecine humaine. C'est bourré de vitamines et ça, c'est conseillé un peu pour renforcer tout ce qui est défense immunitaire et remettre un coup de fouet. Donc en général, ils travaillent sur les racines de cette plante. D'accord. Donc là, c'est le lagopède alpin qu'on croise là-bas aussi, au milieu des épilogues banfleurs. Les épilogues sont relativement courts de tiges parce que. Et puis voilà un exemple, là, Cécilia, ma femme, et puis mon ami Alain, qui sont en train de manger des baies devant un lagopède qui les regarde. Voilà. Comment vous faites pour accéder là? Vous avez quand même une route? Non, non, il y a 0 route au Nunavik, on est obligé d'y aller en hydravion. Ah, d'accord. Donc, nous, on a un camp de base qui est un lodge en dur, sur lequel des avions de brousse peuvent atterrir parce qu'il y a une piste. Et après, à partir de ce camp de base-là, on peut repartir dans nos camps qu'on construit sur le terrain de manière à économiser au maximum les vols et d'être un maximum sur le terrain. Et puis à partir de là, donc on a des camps en tente. Là, on va voir des photos plus loin. Là, ça, c'est le lemming. C'est une espèce typique de la baie d'Ungava. C'est ce qu'on appelle le lemming d'Ungava. D'accord. Et ça fait chier, ça. Voilà. Et donc c'est cette année-là où j'ai fait ces photos-là. Donc c'était une année à lemming. Et évidemment, qui dit année à lemming dit année à harfang des neiges. Ouais. Donc, en se baladant et à force de chercher avec les jumelles, on a trouvé un couple. Les adultes n'ont pas été très faciles à photographier, mais comme il y avait 3 jeunes qui étaient déjà volants à l'époque où on y était, là, ces jeunes-là volent, mais bon, ils étaient beaucoup plus tolérants. Puis il y en avait un qui était vraiment tranquille. Donc, ça nous a permis de faire des photos. Là, voilà, Cécilia avec la caméra. En général, quand on est là-bas, elle s'occupe plus de la vidéo et puis moi plus de la photo, mais bon, on fait tous les deux des deux, quoi. D'accord. Et puis l'autre avantage de cette région-là, c'est qu'à partir du 15 août à peu près, compte tenu qu'on est dans le cercle auroral arctique, et bien à partir du 15 août, on a les aurores. Et tous les jours de belle météo, tous les soirs, on a des aurores. Et là, voilà le type de camp qu'on organise sur place. Alors, on met une clôture électrique pour se protéger des ours polaires, même si on met toujours le camp à une distance théoriquement suffisante pour ne pas avoir de rencontre avec les ours polaires pendant qu'on dort. Ouais. Mais par sécurité, on a quand même une clôture électrique autour des tentes, ce qui est quand même mieux. Mais normalement, il y a 0 contact à ces endroits-là. Donc, lorsqu'on veut partir la journée pour photographier les ours polaires, là, à ce moment-là, on prend l'hydravion, on fait un petit bond de 10 minutes. 10 minutes, c'est 20 km, quoi, avec un hydravion. Et puis là, on arrive sur les sites où les ours polaires sont beaucoup plus fréquents, parce que ce sont les endroits où les ombres arctiques remontent et où donc la concentration en ours est supérieure, quoi. Donc, mais là, ça fait rien du tout à faire comme vol, quoi. D'accord. Voilà pour le Québec arctique. On peut regarder autre chose si on veut. Parce que le Québec, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais prochainement partir au Québec, puisqu'on va essayer de partir complètement vivre là-bas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas que le Québec arctique aussi, même si ça va faire, j'espère, y être à peu près. Bon, tout ça au jour d'aujourd'hui avec la Covid-19 et compagnie,
c'est compliqué de faire des prévisions à long terme pour l'instant, mais bon, je compte y être pendant entre 3 et 4 mois, quoi. Donc ça devrait quand même me permettre de faire quand même pas mal de rencontres. Et j'ai Ouais. beaucoup de projets à ce niveau-là. Entre autres, certains, j'espère qu'ils se concrétiseront avec des universités au Canada, puisque j'ai déjà participé à quelques petites bricoles avec eux. Et puis, ils ont besoin de monde sur le terrain aussi pour faire éventuellement des pesées, des constats, des retours. Et donc, je pense que je vais participer en même temps avec les universités, enfin avec une université en particulier, à des comptes rendus de ce que je pourrais voir là-bas, quoi. D'accord. Voilà. Et puis, ben, après, quand on revient dans le Québec, on va dire plus courant, quoi. Ben là, évidemment, en été, on a toute la faune. Alors, suivant les grands parcs nationaux, suivant où vous voulez aller. Donc là, c'est vraiment tout près de la ville de Québec. C'est dans le parc des Grands Jardins que j'ai fait ces photos-là, ou tout près d'où je vais résider dans le parc de la Pointe du Taillon. Mais l'avantage dans ces endroits-là, c'est que dès qu'on sort des villes, on est tout de suite dans la campagne, quoi. Et dans la campagne sauvage. Hmm. Ça, c'est ce que les Québécois appellent le chevreuil, c'est du cerf de Virginie. Voilà, ceux-là, je les ai photographiés sur l'île d'Anticosti où j'ai été l'été dernier, faire un petit tour. Entre autres pour les cerfs de Virginie, parce que c'est un endroit où il y en a énormément. Et donc, on a forcément beaucoup plus de rencontres. Et aussi un endroit où j'ai été pour photographier des renards argentés. C'est un renard roux, voilà. Un exemple de renard argenté, c'est un jeune. Ah ouais. Donc, c'est du renard roux, mais qui est noir, quoi. Qui est noir Ok. avec le bout des poils gris. Ils sont relativement beaux. Et puis, je voulais faire des photos du renard argenté. Donc là, on le voit, là. Bon, tous les matins, on partait sur le coup de 5h, 5h15. Et puis, au lever du jour, les jeunes renards, souvent, quand ils sont mouillés par l'humidité de la nuit, se mettent en bordure de chemin, dans des endroits plus dégagés pour se sécher au soleil. Donc, on a une bonne fenêtre, on va dire, pour les photographier entre 5h30 le matin et 8h30. D'accord. Donc là, on se balade, on les cherche, et puis quand on les trouve, en général, comme très souvent au Québec, le renard roux n'a pas du tout le même comportement que chez nous. Ils ne sont pas farouches et pas craintifs comme le renard peut l'être en France. Hmm. Et c'est beaucoup plus difficile de photographier des renards en France que de photographier des renards au Québec. Ça, c'est Ah, c'est pas un des québécois. Comment? C'est pas québécois. Ça, si, c'est québécois. Bon. Si, si, si. Ça, c'est un colibri que j'ai photographié chez nous, là-bas. Il vient, j'ai planté exprès des fleurs de monarde pour que les colibris viennent. C'est une fleur qu'ils aiment beaucoup, comme toutes les fleurs à corolle. Et ça, c'est le colibri à gorge rouge, qui est un colibri québécois, tout à fait, qui part Ah, hiverner dans le sud. En Amérique du Sud pendant la saison froide, évidemment, mais qui revient et qui niche au Québec. d'accord. Voilà. Ça, c'est un renard que j'ai photographié aussi tout proche de chez moi. En nous baladant l'année dernière, on est passé en Gaspésie, on a été sur l'île de Bonaventure. Il y a une très très grosse colonie de fou de bassin. Hmm. Donc, Ouais, connu. voilà, le Québec est tellement grand qu'on a moult et moult possibilités de photos. Et après, moi, c'est vrai que par rapport aux gens qui auront envie de venir se promener avec moi pour faire des images, ben, moi, je peux m'adapter et les emmener en fonction des sujets. Là, bon, ben, ça, évidemment, c'est quelque chose que je peux pas forcément leur promettre parce que c'est une photo que j'ai fait au mois d'août à côté de la maison. Et c'était vraiment exceptionnel d'avoir un mâle de harfang des neiges en plein mois d'août dans cet endroit-là. Normalement, ils ne sont pas encore redescendus de l'Arctique et il n'aurait pas dû être là. Donc ça, c'est certainement un individu, je pense, qui était relativement âgé et qui, du coup, n'a pas dû monter pour se reproduire dans l'Arctique et qui est resté dans la région. Et là, moi, je l'ai eu pendant à peu près 10 jours à côté de la maison. Ah bah, oui.
un des autres oiseaux magnifiques qu'on rencontre souvent sur les lacs et qui est quand même assez facile, on va dire, à photographier si on se met à l'eau. Enfin, quand je me dis on se met à l'eau, on se met en canot sur les lacs et puis en général, ils sont quand même assez faciles à approcher. Et, et c'est vraiment un superbe oiseau, c'est le huard à collier, ce qu'on appelle le plongeon imbrun en Europe, quoi. Et, qui a un chant fantastique. Et donc ça c'est un petit peu le sujet de mon deuxième petit livre que je viens de terminer, qui est parti à l'impression là en ce moment. Donc j'en ai un sur le Québec arctique là, qui va sortir ces prochains jours, et un sur le Québec plus général que j'ai appelé -30 plus 30, qui fait un peu une petite palette de l'été et de l'hiver de ce qu'on peut voir. Là, le jet bleu avant, le pic mineur qui fait partie des espèces de pics qu'on rencontre au Québec, la cité à la poitrine blanche, le cardinal, ce petit oiseau qui est aux couleurs flamboyantes, fantastique. Le mésanger du Canada, bon, bah ça, il y en a partout, et là-bas, ils sont très, très fréquents, surtout en hiver. Ils viennent tout de suite repérer dès que vous vous pointez si vous n'avez pas un petit bout de sandwich qui traîne. Donc, c'est pas l'oiseau le plus sauvage du tout, et loin de là. Ça, ce renard-là, c'est un des renards que je vous ai montré tout à l'heure en photo en été. Et je l'avais photographié au mois d'août, et je suis reparti au mois de décembre, et je l'ai refotographié au mois de décembre. Donc, toujours des proximités incroyables, quoi. Ta Et souris, puis, là, il y a comment? la petite souris la souris de ton ordinateur qui est sur Ah ouais, l'écran. attends, ouais, pardon. Hop, voilà. Voilà. Et puis, l'hiver, on a beaucoup de harfang des neiges qui descend sur tout le Québec, alors plus vers le sud. Dans ma région aussi, on en a. Ça, c'est un mâle que j'avais photographié aux alentours de Noël, là, l'année dernière. Donc, faut se balader, on les voit sur les granges. Et puis après, ça, c'était un jeune ou une femelle. Faudrait voir plus de détails dans le plumage, mais qui était sur un vieux pont qui servait à faire passer il y a très très longtemps un petit train qui amenait des marchandises dans les villages. Et ça s'est fait en Mauricie. Et puis j'avais repéré ces crottes là qu'on voit sur la rouille là, et je dis bah, il doit y avoir quelque chose qui se pose souvent là. Et puis au bout de 2 3 jours, ben, finalement j'ai vu que c'était le harfang, parce qu'il y avait des coups, elle se mettait derrière, et enfin il se mettait derrière et je le voyais pas. Donc mais c'était la présence des crottes sur la rouille là qui m'avait alerté. Et j'ai regardé, et puis finalement oui, j'ai bien vu que le harfang était là. Ça dépendait où il se mettait, et puis un matin, ben, j'avais une belle lumière, j'ai décidé de l'approcher, puis il s'est laissé approcher, j'ai fait quelques photos. Là, pareil, c'en est un autre que j'avais rencontré au printemps dernier, quand je suis parti, entre autres pour faire des photos de harfang. Je suis parti 15 jours. En 15 jours, j'en ai vu 17 différents, voilà, en me Ouais. baladant. Voilà. Et Sans les c'était pas, chercher. et Ouais. c'était pas une grosse année à harfang. Si, je les cherchais quand même. Mais ça, ben évidemment, comme toujours, on aime bien faire des photos un peu dans des conditions plus extrêmes. Et ce matin-là, il neigeait à fond. Je dis, ah super. Et il neigeait tellement que je ne trouvais pas les harfang parce que j'y voyais rien. Et il y a eu un moment où ça s'est un petit peu éclairci, la neige est tombée un petit peu moins dure. Et puis, j'en ai vu un, et puis j'ai pu faire cette photo-là. Ça, c'était un bon moment. Bon, comme on disait tout à l'heure, j'ai passé pas mal de temps à photographier les chouettes et les hiboux en Normandie, mais c'est vrai que ça, c'est une position, par exemple, cette position de l'aile, quand on n'a qu'un œil de masqué, que j'adore, et j'étais super content d'avoir réussi à faire cette photo-là avec un harfang, parce que c'est une position de strigidé que j'aime bien. Et puis toujours en se baladant, là, l'hiver dernier, c'est pareil, il y avait un endroit là où il y avait cette petite chouette de Tegman qui a été beaucoup photographiée, qui était d'un calme olympien, et qui se laissait prendre au jeu des photographes sans problème. On pouvait passer la voir. Là, elle avait capturé un petit rongeur, et puis cette journée-là, j'ai passé pas mal de temps avec elle à attendre. Et puis j'ai pu la photographier en train de dépioter son rongeur, d'en manger une partie. Après, elle arrêtait, elle dormait, elle recommençait.
Et c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir faire ça avec des animaux entièrement sauvages, sans aucune imprégnation humaine, mais qui sont tranquilles, quoi. Là, c'était Super. une autre chouette qu'on rencontre là-bas aussi, la chouette épervière. Bon, ben, pareil. C'est vrai que le Québec en hiver accueille quand même pas mal de strididés et on a la petite Nyctale aussi qu'on voit. Et puis en cherchant les chouettes, en cherchant un peu tout, bah, je suis tombé sur une rivière gelée où il y avait des castors. Et puis j'ai passé un peu de temps à attendre pour voir. Et au début, je les voyais sortir le bout de leur nez. Et puis, alors je m'étais bien placé par rapport à la lumière, mais j'étais mal placé par rapport au vent. Et puis je m'étais dit, oh, je pense qu'ils ne vont pas être trop craintifs. Et puis, ben, zéro pointé. À chaque fois qu'ils me sentaient, ils sortaient pas. Et du coup, j'étais obligé de changer de place. Et puis, une fois que j'ai eu changé de place, bah, j'ai eu mon festival. Ils me voyaient, mais ils étaient plus inquiets, ils me sentaient plus. Et tout s'est bien passé. C'est marrant parce que là, on voit sur cette photo, là, par exemple, il revient avec une branche qui a été coupée. Mais au lieu de faire le tour du tronc là, qui avait été abattu, il saute par-dessus. Mmh. Donc, ils prennent vraiment le chemin le plus court pour aller jusqu'au trou. Et s'il y a des obstacles, ils n'essayent même pas de les contourner, hein. Ils passent, hein, en force. Je pense qu'ils ont une mauvaise vue aussi, peut-être, hein. J'ai remarqué que bon, nous aussi, on a des castors dans Ouais, ouais, l'Aveyron, ils y voient pas grand-chose, hein. ouais, Et ouais. Mais l'odorat est important, par les contre. œufs d'or, par contre, c'est très Mm. important. Tout à fait, ouais. Et puis dans les autres petites rencontres qu'on peut faire régulièrement, alors là c'est celle qu'on appelle la belette à longue queue. Alors évidemment là on peut pas s'en rendre compte. Elle ressemble évidemment à l'hermine qu'on a chez nous, mais au Québec on distingue trois sortes d'hermine. C'est enfin hermine ou belette. Voilà. C'est celle-là qui a la queue longue qu'on appelle la belette à longue queue. Après il y a celle qu'on appelle la belette hermine qui est plus petite. Et puis, il y a l'autre qui est la belette à queue courte. Et D'accord. elles sont toutes les trois blanches en hiver. Mais c'est vrai que par moment, quand on en photographie une, si on en photographie une avec, comme elle est là, par exemple, on n'est pas capable de dire laquelle c'est, quoi. Mmh. Alors, quand on a l'habitude et qu'on les connaît, évidemment, celui qui a fait la photo sait la taille qu'elle faisait. Donc, déjà, il peut déjà écarter une hypothèse sur deux. Et puis après, c'est sûr que tant qu'on n'a pas vu la queue, c'est pas facile à aller voir. Là, c'était des cerfs de Virginie aussi, dans le Québec, autour de chez moi, là, que j'avais vu. Donc, on voit ça, c'est deux mâles qui se font face. On voit, ben, évidemment, ils ont plus de bois parce que à cette époque-là, les bois sont tombés. Mais donc, c'est deux cerfs mulets, mais ce sont deux mâles. Puis il y a un petit jeune derrière là, qui les regarde. Et puis évidemment, bah, l'hiver, il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs, comme le gros bec errant, là, qui est un oiseau typique du Québec, le dur-bec des pins, et puis un tas de petits passereaux qui viennent aussi, qu'on peut rencontrer, quoi, comme le cardinal qu'on a vu tout à l'heure, ou bien d'autres. Voilà pour le Québec. Ok. Tu veux nous montrer un petit peu de Brenne Eh ben, je vais t'emmener en Brenne, alors, ok, ok. Alors, on va aller en Brenne. Eh ben, écoute, pour aller en Brenne, ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir un des oiseaux typiques de la Brenne, qui est la guifette. Tiens, on va aller dans ce dossier-là et puis on va prendre ça. Tiens, on va voir un peu de tout comme ça. Alors, je te parle de guifette et puis je te monte un crabier chevelu en première image. Voilà. Mais ça me saoule. Et donc là, bon, bah, c'est une photo que j'ai faite au printemps dernier d'un mâle crabier chevelu qui était pas très loin de son nid, qui a eu deux jeunes qui sont nés cette année. Bah, c'est une héronnière, donc ça c'est sur la réserve du parc national de Chérine, donc où j'ai des amis qui travaillent et d'ailleurs dans les livres dont je parlais tout à l'heure, bah, je montrerai les couvertures à la fin. On a avec l'association Épiméthée, une association de protection de l'environnement, quoi.
on a fait un petit bouquin là, sur les 5 espèces un petit peu dépendantes, on va dire, de la végétation aquatique, à savoir le grèbe huppé, le grèbe à cou noir, le grèbe castagneux, la griffette moustaque et la moitrieuse. Et donc, on a sorti ce petit bouquin pour essayer de sensibiliser les gens à ces milieux qu'il faut absolument. Mais j'ai pas compris où c'était ce parc national. Alors, le parc national de la Brenne, c'est dans le centre de la France. Régional de la Brenne. Ouais, parc régional de la Brenne, ouais. D'accord. J'avais pas entendu Brenne, c'est pour ça que je. Brenne, ouais, Brenne. Donc, c'est dans le centre de la France. Oui. C'est là que Ouais, je ouais. suis né. D'accord. C'est Ouais, c'est. ma. Euh, ouais, je vois très bien là. Les Ronières, elle est en face Oh ben, du château. il y a beaucoup de héronnières là-bas, hein. Celle-là, c'était une qui était sur tout près du domaine enfin tout près des bureaux de Chérine, mais sinon en Brenne, il y a quand même pas mal de héronnières. Ouais, d'accord. Ah voilà là. Voilà, ça c'est Guy Moustaque qui nourrit un jeune qui est déjà assez gros. Ça, ce sont des jeunes. Donc toutes ces photos-là, je les ai faites en affût flottant. J'ai fait en même temps un compte rendu de tout ce que j'observais à mes amis là qui travaillent dans le parc. Puis de temps en temps, on a des surprises aussi dans les roselières, comme là, un soir, un cerf qui est arrivé se nourrir dans la roselière. Alors évidemment, quand on en a affût flottant, ben, pour lui, c'est pas quelque chose de tellement inquiétant. Donc, il vit sa vie et puis vous faites les photos et c'est vraiment génial, quoi. Hmm. Voilà, donc là, c'était des photos qui avaient été réalisées au D6 au moment où je le testais, entre autres. Ça, c'est un jeune grèbe castagneux. Ça, c'est un adulte qui déménage pour aller virer un concurrent. C'est vraiment un joli petit oiseau. Et ces espèces-là, donc comme la guifette, là, sont vraiment des espèces qui sont dépendantes de la végétation sur les étangs. Et au jour d'aujourd'hui, on a une perte de végétation sur un grand nombre d'étangs, puisque la Brenne, c'est le pays des 1000 étangs, mais on ne sait pas exactement combien il y a d'étangs, mais on suppose qu'il y en a au moins 4000. Euh, et si on regarde au jour d'aujourd'hui, il y a que, si on enlève les étangs qui sont gérés par la réserve, on n'a que 1% des oiseaux, enfin des étangs qui accueillent des oiseaux nicheurs. Ce Ah qui ouais, est c'est pas très, bon. ah ouais, c'est vraiment très très peu. Donc, bon, on va pas dire que la pisciculture intensive y est pour beaucoup, mais elle y est quand même pour quelque chose. Le fait de faucarder, le fait d'enlever, de mettre beaucoup de carpes, de poissons qui mangent la végétation et tout ça, ça a quand même contribué à diminuer les zones de nidification des oiseaux, quoi. D'accord. Donc c'est un petit peu, on a essayé de mettre un petit peu l'accent là-dessus. La pisciculture a toujours existé en Brenne et elle n'est pas incompatible avec la biodiversité de cette région. Il y a juste la gestion qu'il faut peut-être par moment revoir, quoi. D'accord. Parce que les étangs sont totalement artificiels, ils ont été construits par l'homme il y a plusieurs centaines d'années, et justement pour élever du poisson. Et cette région-là, moi, quand j'étais enfant, elle était déjà complètement différente à ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de zones que je reconnais plus maintenant. Voilà. Les guiffettes sont des très très bonnes chasseuses de grenouilles. Alors, le cormoran, qui est l'ennemi du pisciculteur, mais quand il mange des poissons-chats, c'est plutôt l'allié du pisciculteur. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un oiseau qui n'est pas tellement apprécié dans les piscicultures. D'accord. Et puis, ben, on a parlé aussi tout à l'heure ben, que j'avais passé un peu de temps au Bram. Ouais, Donc, on va un peu de brame et puis on va pas voilà. être Et puis trop long. voilà, pour terminer, voilà, ben, quelques images que j'ai faites. Ouais. Et puis, de mon dernier brame. Alors, l'avantage, enfin, l'avantage. En Normandie, là, dans le massif forestier où je vais, on a une population dont la génétique et l'alimentation font que les cerfs ont des bois plutôt courts, on va dire, par rapport à d'autres endroits, mais avec des masses osseuses très, très fortes
est très très riche en andouillés et très très riche en empaumures. Donc, D'accord. ce, Ils sont ce, très beaux. ouais, voilà, ce cerf-là, par exemple, il porte 18. Oh la vache. Et c'est pas un vieux cerf, hein, c'est un cerf adulte, mais c'est pas un vieux cerf. Et on a, bon, j'ai plusieurs individus, voilà, ça, c'en est un autre, qui sont quand même relativement importants de par leur masse de bois. Et puis si je veux, tiens, juste pour le fun et si ça veut passer, voilà. Est-ce que ça marche là? C'est bon. Donc là, voilà une image vidéo sous la pluie d'un cerf qui est couché devant moi. Je passais des journées, des journées. Ce que j'ai fait aussi cette année, c'est que j'ai tout filmé et tout photographié d'un même point fixe. D'accord. Et justement, si j'arrive à monter un petit film, ce que je voudrais, c'est aussi insister sur le fait que le Brahme, tout le monde aime aller voir le Brahme, là, une saillie, voilà. Mais on n'est pas obligé de galoper dans tous les sens en forêt pour observer le Brahme. Et moins on dérange, et mieux c'est pour les animaux, parce que c'est quand même une période essentielle pour eux. Vous voyez, même quand il fait pas beau, on y est quand même. Quand on aime, on ne compte pas. Ouais. Mais voilà, et puis voilà, des comportements qu'on peut avoir vraiment on voit là les autres biches sont couchées, c'est absolument génial. Et j'ai toujours passé un mois, des journées entières, j'arrivais, il faisait nuit, je repartais, il faisait nuit quand je quand je restais toute la journée sur place, quoi. Et vraiment, C'est en Normandie. ouais, c'est en Normandie, ouais. Et là on peut considérer qu'il y a zéro dérangement quand on voit les animaux se comporter comme ça, à cette distance-là de vous. Là, c'est sûr que on dérange pas, quoi. Et ça, c'est vraiment un des paramètres que je veux montrer justement si j'arrive à monter mon petit film là, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je vois trop de monde, soit parce que ils connaissent pas assez, soit parce qu'ils veulent trop en faire, mais qui dérangent les animaux pendant le brame parce qu'ils galopent partout dans la forêt, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est embêtant. Et voilà, là, ces deux-là, ils se sont fait une marche parallèle. Là, j'ai accéléré un petit peu. Ils se sont fait une marche parallèle, et puis un à l'intérieur du bois, l'autre à l'extérieur. Et là, ils C'est se. c'est pas très fluide la vidéo, mais bon, Ouais, euh, ça donne une petite idée de ce que ça peut donner quand même. voilà. On a une image sur 4 là, mais bon, c'est Ah ouais, bon. Bah écoute, on va arrêter la vidéo dans ces cas-là. Et puis, hop, je vais repartir. Est-ce que je reprends la caméra, là, Marc? ouais, Ok. Donc, je réduis ça. Hop. S'il veut bien. Donc, hop. Et là, hop. Et c'est bon. voilà, nous revoilà. Bah, écoute, La nuit est tombée, donc je dois être un peu dans le sombre là, mais sinon, je vais aller allumer la lumière. 2 secondes. Ça va aller un peu mieux. ouais, non, vaut mieux. Ouais. Voilà. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage. J'en ai appris beaucoup plus sur ce milieu du québécois que je ne soupçonnais pas. Donc voilà, je pense que les intéressés pourront aller voir ton site internet pour en savoir plus, et je te souhaite bon vent au Québec et beaucoup de réussite pour tes projets. Eh ben, Et écoute, merci merci Marc. beaucoup, Simon, Fabrice Simon. Merci beaucoup, Fabrice Simon, et à très bientôt.
Ok, merci, bye bye. Bye bye à Bye. tous.